Bonjour à tous et bon réveil dans la matinale week-end. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 10h avec toute l'actu, des débats, des interviews, de gros thèmes ce matin. Évidemment, les incendies en Gironde et les 80 ans de la rafle du Veldiv. Pour en parler sur ce plateau, Éric Tegner, cofondateur et directeur du média Livre Noir. Bonjour. Et merci d'être avec nous. William Tay également, président du cercle de réflexion Le Millénaire. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Avant de démarrer notre programme, de vous développer les titres tout de suite, la météo de ce dimanche 17 juillet avec Claire Delorme. Mais malheureusement, Claire, les fortes chaleurs qui remontent au nord et on commence à le sentir ici déjà à Paris. Bonjour Anthony, bonjour à tous. En effet, une vigilance canicule qui se propage. 37 départements sont en alerte canicule, surtout à partir de cet après-midi. Cela va concerner surtout l'ouest du pays. Donc côté ciel, eh bien, c'est sans surprise évidemment que je vous annonce du soleil. Donc pour la matinée, à l'exception de quelques brouillards qui auront tendance à retarder l'arrivée du soleil en direction du golfe du Lion. Et donc dans l'après-midi, eh bien, évidemment, c'est la poursuite du grand beau temps. Mais tout de même, quelques nuages pourraient bourgeonner en fin d'après-midi en direction des Alpes du Sud et de la montagne corse avec quelques averses isolées. Bon, maintenant, les températures, comme on peut le voir, eh bien, l'écart s'amincit entre la moitié sud et la moitié nord. Regardez, déjà 18 degrés en direction des régions centrales, 14 degrés à Strasbourg, 25 degrés au réveil du côté Nice. Et donc, dans l'après-midi, eh bien, à nouveau, les fortes chaleurs, cette fois-ci, remontent progressivement par le nord. Aucune région ne sera épargnée par les 30 degrés minimum, à l'exception du littoral de la Manche, mais surtout au niveau des Hauts-de-France. Il fera jusqu'à 39 degrés à Bordeaux, 40 degrés, voire localement 41 degrés dans le sud-ouest, donc des températures suffocantes. Je vous demande la plus grande vigilance. La suite, alors elle s'annonce encore plus chaude à partir de lundi, puisque ça sera le pic justement avec la barre des 40 degrés qui sera allègrement, voire légèrement dépassée sur les 2 tiers du pays. Donc là encore, une très grande attention. Il faudra attendre la fin d'après-midi de mardi à mercredi pour l'arrivée des premiers orages qui vont rafraîchir la masse d'air, nous enlever cette alerte canicule, mais ce n'est pas pour autant que c'en est fini avec la chaleur, puisque nous restons au niveau d'une vague de chaleur avec des températures largement au-dessus des normales, au moins de 3 à 4 degrés, voire 5 degrés. Alors évidemment, ces fortes chaleurs qui font les affaires des incendies. À la une, en Gironde, ce combat sans fin justement contre les incendies. En 4 jours, 10 000 hectares de forêt ont brûlé, l'équivalent de la surface de Paris. Les 1200 pompiers mènent un travail incroyable, soutenu notamment sur le terrain par des habitants qui leur livrent des repas. Nos reportages dans quelques instants. On sera aussi sur place avec Clémence Barbier et Antoine Durand. La violence est-elle une fatalité? Le débat sur l'insécurité est relancé avec ce drame à Angers. La mort de 3 jeunes de 16, 18 et 20 ans, poignardés par un migrant soudanais déjà connu pour des violences et des dégradations. On fera le point dans cette édition avec Marie Conan et puis on en débattra sur ce plateau. Et puis enfin, la polémique Caroline Cayeux qui fait boule de neige. Elle prend de l'ampleur encore aujourd'hui avec une tribune contre elle publiée dans le JDD, signée par une centaine de personnalités, dont des membres de la majorité. La ministre des collectivités territoriales qui est épinglée depuis le début de la semaine pour ses propos blessants sur les homosexuels et le mariage pour tous. C'est un combat titanesque qui est mené par les pompiers en Gironde. Pain par pain, il faut empêcher la progression du feu. Un feu qui a déjà ravagé plus de 10 000 hectares de forêt en 4 jours. Ces dernières heures, les secours ont procédé à de nouvelles évacuations. Au total, ce sont 14 000 habitants et vacanciers qui ont dû plier bagages en urgence. Hier après-midi, une opération sécurisée par les forces de l'ordre a permis aux habitants de la commune de Cazaux de venir récupérer leurs animaux et quelques effets personnels. Une équipe de CNews a accompagné le tout premier convoi. Le reportage est signé Marine Sabourin, Thibaut Marcheteau avec le récit de Geoffrey Defebvre. Qu'elle mettre en place le cortège, d'accord, 10 véhicules, véhicules de famille, véhicules de police, véhicules de famille, véhicules de police. D'accord. Direction Cazaux. David écoute les consignes avec attention. Dans quelques minutes, il sera le premier habitant de Cazaux à retourner dans la commune. Escorté par la police municipale, il a encore du mal à réaliser. Ce qui s'est passé, pour moi, c'est irréel, quoi. C'est notre patrimoine qui s'est envolé en fumée. On faisait des balades au lac en famille, les enfants, et voilà, tout est fichu, quoi. Ça, c'est des écorces de pin qui ont brûlé jeudi. Voilà. C'est pour ça qu'on a eu peur. Répartis en zones, les habitants n'ont que 15 minutes maximum pour prendre quelques vêtements et nourrir ou récupérer leurs animaux. Grisette est donc le premier animal à voir des humains depuis l'évacuation du 14 juillet. Ça nous fait beaucoup de bien aussi de savoir que les Casalins sont heureux de pouvoir retrouver leurs animaux en bonne santé et pouvoir s'en occuper. Bien que le feu n'avance plus sur la commune,
David et les habitants de Cazaux devront encore patienter quelques jours avant de retrouver leur maison. Et sans plus tarder, sur place à Cazaux, en Gironde, on va rejoindre Clémence Barbier et Antoine Durand. Clémence, bonjour. Vous êtes donc sur place pour CNews depuis hier. Encore une journée très dure qui s'annonce pour les pompiers aujourd'hui, avec notamment de fortes chaleurs. Absolument, Anthony. La journée s'annonce extrêmement compliquée et la nuit a été aussi difficile. Nous avons pu discuter avec certains pompiers quand nous sommes arrivés ce matin et ils nous racontaient que les reprises de feu étaient constantes et d'ailleurs le feu menace les campings. Il se situe seulement à quelques centaines de mètres de camping. C'est ce que nous racontaient ce matin les pompiers. Alors dans sa globalité, le feu est contenu, mais c'est vrai qu'avec le vent de cet après-midi qui est annoncé et les fortes températures, eh bien, cette situation inquiète fortement les pompiers mais également les habitants. Nous avons pu justement discuter avec des habitants et des bénévoles hier soir qui nous faisaient part de leur inquiétude et notamment ceux qui ont toujours leurs animaux comme on a pu le voir dans le sujet précédent. Hier, quelques convois, les habitants ont pu récupérer leurs animaux mais pas tous malheureusement. Normalement, ils devraient reprendre aujourd'hui. Merci Clémence Barbier, une situation évidemment très dangereuse puisqu'il y a eu ce convoi hier qui a dû être interrompu d'ailleurs un temps à cause de la reprise des feux qui a pu reprendre par la suite. Merci pour toutes ces explications. On vous retrouve évidemment à 7h30 pour un nouveau point sur la progression de ces incendies en Gironde. Avec William Tay, Éric Tegner, je voulais aborder désormais cet autre thème de l'actualité, ce drame atroce qui s'est produit à Angers. 3 jeunes de 16, 18 et 20 ans poignardés à mort dans la rue par un Soudanais de 32 ans. Marie Conan, on va revenir avec vous sur les faits tout d'abord. Ils se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi. Oui, tout à fait. D'abord, on sait que ce drame s'est déroulé alors que des jeunes faisaient la fête, donc sur une esplanade à Angers, vers 1h du matin. Un homme en état d'ébriété, visiblement dérangé par la musique, est alors venu importuner ce groupe de jeunes une première fois, donc première altercation. Il est repoussé. Quelques minutes plus tard, il revient cette fois-ci armé d'un couteau, un couteau de boucher, une longue lame. Il touche alors mortellement au thorax 3 jeunes hommes de 16, 18 et 20 ans. 3 autres personnes sont légèrement blessées. Alors Marie, qu'en est-il du suspect? Est-ce qu'il a été maîtrisé, arrêté, interpellé? Oui, il a été maîtrisé dans un premier temps par des riverains qui avaient assisté à la scène. Regardez cette vidéo d'un témoin, on le voit tenter de s'échapper. Lâche le couteau, lâche le couteau. Lâche le couteau, viens. Hé, lâche le couteau, viens. Lâche le couteau, viens. Viens. On t'a vu, hein. Putain, il a planté au maudit personne, ce chien. Hé, lâche le couteau, là. Le meurtrier est alors passé à tabac par une foule en colère, puis il est arrêté, mis en garde à vue par la police. Il est actuellement hospitalisé dans l'incapacité de répondre aux questions des enquêteurs. D'après le procureur de la République, il s'agirait d'un réfugié soudanais de 32 ans. L'homme a des antécédents judiciaires pour conduite en état d'ivresse, violence et dégradation, mais il n'a jamais été condamné par la justice. L'enquête va se poursuivre. Elle a été confiée à la Sûreté départementale d'Angers. Et ce drame, Anthony, a été extrêmement commenté sur les réseaux sociaux. Le Rassemblement national a notamment vivement réagi. Regardez ce tweet qui va apparaître de Jordan Bardella, président du parti. Plus une seule ville en France n'est épargnée. Partout, le vivre en paix est menacé sous le double effet d'une immigration hors de contrôle et d'une politique pénale incitant au chaos. Un tweet en réponse aux nombreux riverains qui, toujours sur les réseaux sociaux, ont affirmé que ce drame aurait pu être évité si l'esplanade avait été mieux encadrée. Merci Marie Conan pour ces précisions. Éric Tegner, glaçant comme drame, 3 vies fauchées, des familles détruites et le sentiment que la violence finalement est une fatalité. Bien sûr, moi je connais bien Angers. Angers n'est pas connu pour être une ville qui peut justement rencontrer ce type de phénomène. En fait, ça n'arrive pas uniquement que dans des banlieues parisiennes ou à Marseille. Ça arrive partout désormais, même dans des milieux ruraux. Des villes moyennes, des petites villes bourgeoises, etc. Et par un phénomène pourtant qui est connu, qui est que oui, il y a des populations de migrants issus de certains pays africains
qui pose véritablement problème. Moi, j'espère que cet individu, il sera évidemment expulsé. Il y a le cas de tous ces individus, pour le coup, qui ont déjà été condamnés aujourd'hui pour des délits et qui devraient également être expulsés avant qu'ils ne fassent d'autres victimes, parce que là, cette fois-ci, effectivement, il n'avait pas été condamné, ce migrant soudanais, hein, il faut le dire, il est en France légalement, pas illégalement. Il n'avait pas été condamné, mais seulement il y a beaucoup d'autres... Alors c'est ça qui est compliqué, parce que c'est un réfugié soudanais. Alors comment il faut modifier la loi sur les réfugiés, sur l'accueil? Il faut l'expulser. Je pense qu'il faut évidemment l'encadrer beaucoup plus largement, qu'il y a aussi beaucoup de personnes simplement qu'on ne peut pas accueillir, des gens qu'on ne peut pas intégrer, tout simplement parce qu'ils ne conviennent pas justement à notre culture, parce qu'à un moment donné... Et comment on détermine cela? Désolé, ça peut arriver qu'on vienne aller voir des personnes pour dire qu'ils font trop de bruit, encore qu'on est un 14 juillet, mais on ne revient pas si on n'est pas content avec un couteau, en poignardant 3 jeunes hommes au thorax. Et ça, c'est quelque chose où ça nous met justement face à des cultures qui ne sont pas les nôtres. William Tay, on a un problème lié à l'immigration ou à la réponse pénale aux violences? Les deux, mon capitaine. Sur la question de la réponse pénale, la difficulté, c'est qu'en fait, la société a évolué. La société a été marquée, c'est ce que montre le rapport du CIA. La CIA effectue un rapport tous les 10 ans pour le président des États-Unis. C'est le fameux rapport, le monde vu par la CIA en 2030, 2040, etc. Ce qu'ils ont remarqué, notamment depuis les années 80 et depuis le phénomène qu'on appelle la mondialisation, c'est qu'il y a deux phénomènes qui caractérisent toutes les sociétés. C'est la polarisation, c'est-à-dire que les sociétés deviennent de plus en plus antagonistes, et la radicalité, c'est-à-dire que les personnes deviennent de plus en plus radicales dans tous les pays, en fonction de leur culture. Soit ils deviennent radicalistes islamistes, soit ils deviennent radicalistes d'une certaine manière. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un sentiment. Non, c'est montré. Une véritable radicalité qui progresse dans la société. Il y a des personnes qui étudient ça, donc il y a une radicalisation qui s'effectue dans toute la société. Et comment on fait, notamment du point de vue du droit, pour adapter la réponse pénale à cette évolution de société qui se produit partout dans le monde. Ça se produit partout dans le monde, c'est pas uniquement en France et uniquement dans certains quartiers. Ensuite, après, il y a un deuxième phénomène, c'est ce que vous avez décrit, c'est le phénomène d'immigration. Quelle est la politique migratoire de la France actuellement? Moi, je suis capable de vous décrire quelle est la politique américaine, notamment sur l'immigration. Je suis capable de vous décrire la politique migratoire au Canada, celle en Chine, celle au Japon. Quelle est la politique migratoire en France? Personne ne comprend les principes, tout simplement parce qu'en fait, il n'y en a pas. Et comme il n'y en a pas, en fait, on subit le phénomène et on subit les phénomènes de société. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'en fait, on exporte nos bacs plus 7 pour importer des bacs moins 5 qui viennent foutre le bordel. Alors que ce qui se passe notamment dans le monde entier, c'est que vous avez un choc de civilisation. Vous avez des sociétés qui sont de plus en plus conflictuelles. Vous avez des sociétés qui sont pas, et des cultures qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Alors, est-ce que nous, on doit accueillir toutes les personnes qui seraient compatibles ou non avec notre culture? Quand vous voulez aller aux États-Unis, même sans avoir la nationalité américaine, vous devez postuler pour un permis de travail et la procédure du permis de travail est très compliquée. J'en viens à ma question suivante. Ouais, je vais y arriver. Comment on fait du coup pour encadrer? Les personnes qui viennent en France, notamment, doivent savoir si elles peuvent s'intégrer en France. Et ça repose sur plusieurs critères. Est-ce que notamment ils correspondent à notre marché du travail? Ça veut dire que la France, notamment, a une baisse du taux de chômage, mais il y a des personnes, notamment les emplois dits sous-qualifiés, où encore on a un taux de chômage assez élevé. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait venir des gens qui correspondent à ce type de qualificatif, qui n'ont aucune chance de s'intégrer, qui n'ont aucune chance de trouver des logements, et ensuite après vont se radicaliser et vont conduire à commettre des inactions, des crimes de droit commun, etc. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, après, il y a les questions culturelles. Quand vous regardez, on n'a pas de statistiques, mais en tout cas, on peut avoir une idée, parce que quand vous allez au tribunal correctionnel, vous pouvez voir quelles sont les personnes qui sont mises sur le banc des accusés. Et vous pouvez voir qu'il y a certaines cultures qui sont plus représentées, notamment dans les actes de droit commun. Ce sont des éléments de réflexion qui sont très intéressants, mais l'immigration et l'insécurité ne sont manifestement pas le problème de ce quinquennat, puisque ce n'était pas du tout dans les priorités qui ont été dictées par le chef de l'État. C'est normal, il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire parce que ce serait trop compliqué. C'est-à-dire que si vous voulez changer la politique migratoire, vous devez changer la Convention européenne des droits de l'homme. Vous devez mettre en clause suspensive plein de traités, plein de clauses du droit européen. C'est ce que fait notamment le Danemark, notamment pour pouvoir renvoyer les gens. Parce que notamment, Eric Tegner a dit qu'il fallait renvoyer la personne. Mais si vous voulez renvoyer ce réfugié soudanais, jamais le gouvernement soudanais voudra le reprendre. Jamais il le voudra. En même temps, des accords consulaires systématiquement pour pouvoir... Mais c'est comme le cas des OQTF, on dit qu'il n'y a pas de politique migratoire, mais tout simplement, il n'y a pas d'application déjà aujourd'hui de la loi qui est en place. Ce qui est scandaleux dans ce que dit Darmanin il y a 2 semaines, justement, il essaie de se refaire une santé, je pense, pour aussi passer dans les mailles du filet de la commission du Sénat sur le Stade de France, où il expliquait que c'est bon, on allait renvoyer les clandestins qui étaient coupables de délits. Ça fait 3 ans qu'il dit ça fait 3 ans que c'est absolument pas appliqué et que rien n'est fait de ce côté-là. L'insécurité, c'est
un thème qui est oublié par l'actuel gouvernement. C'était pas dans la priorité. En fait, à partir du moment où ils avaient dans le même gouvernement un Gérald Darmanin et de l'autre côté un Dupond-Moretti qui se faisait applaudir dans les prisons, et c'était son premier déplacement parce que c'est l'acquittator, hein, c'est celui qui justement en tant qu'avocat faisait libérer les truands, ça posait un problème, ça montrait déjà que en même temps sur la sécurité ça ne fonctionne pas, parce que la sécurité ça doit être lié justement à la question de la justice, et ça Macron est extrêmement faible. Moi ce qui m'étonne c'est quand même à partir de 2020-2021 on commençait à se dire tiens, Emmanuel Macron comprend qu'en fait il peut perdre la présidentielle en 2022 comme vous savez Jospin à l'époque en 2001, parce que sur la question de la sécurité justement il était tombé, et en fait pas du tout, il n'y a pas du tout de remise en cause de ce côté-là. Ils essayent de le mettre sous le tapis, d'essayer d'expliquer qu'en fait aujourd'hui si on veut lutter une politique sécuritaire, on est tout simplement d'extrême droite, on est un nazi, on rappelle, on dit c'est des fachos, etc. Et c'est ça le grand problème aujourd'hui, et au final ce sont des jeunes Français qui le payent, c'est en fait la nouvelle génération. Il y a un rapport aussi aux forces de l'ordre qui est particulier, parce que dans cette affaire, je lisais que le procureur a souligné que l'intervention de la police avait été compliquée par les effectifs envoyés, découvrant une foule importante et parfois agressive avec des jets de projectiles sur ceux qui voulaient intervenir. Mais de base, vous imaginez un policier aujourd'hui, dès qu'il sort son arme, de toute façon, il y a une enquête qui est faite sur lui et il est déjà jugé coupable par une partie de la population et du personnel politique, notamment de la France insoumise. Quand on entend ces débats toutes les semaines depuis plusieurs mois sur le fait que la police tue, je pense que pour le coup, le policier, une fois qu'il va faire une intervention, il n'est pas du tout rassuré sur ce qui peut lui arriver. Ça, il faut quand même en avoir conscience. Il faut avoir conscience que tous ces débats aujourd'hui, ils tentent justement à fragiliser l'autorité de la police, à faire en sorte aussi qu'il y a des gens, ils se retrouvent dans une impunité complète. Et au final, c'est vous, moi, William, les gens qui sont tout simplement des citoyens, qui le jour où ils ont besoin une large majorité de Français en tout cas, d'être défendus par un policier, eh bien se disent qu'un policier n'ira pas forcément le défendre parce que c'est compliqué, parce qu'il n'a pas les moyens, etc. Vous vous dites qu'on est quand même dans une situation où il y a certains maires qui veulent tout simplement désarmer leur police municipale, etc. Donc là, pour le coup, bon, à Angers, c'est pas le cas, mais pour le coup, ça montre à quel point ces personnes-là sont on en vient à avoir la défiance d'une population alors que des policiers viennent intervenir pour quelqu'un qui poignarde des gens dans la foule. C'est quand même... Là, la différence aussi, c'est que visiblement, ces personnes-là voulaient s'en prendre aux Soudanais. Pour le coup, je les comprends. Et c'est un problème, vous savez, qui va aller de plus en plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, certains Français vont chercher aussi à se défendre. On n'en parle pas souvent, hein, mais la question justement des armes en France, elle est de plus en plus importante. Des gens qui font des stocks chez eux parce qu'ils veulent tout simplement se défendre, parce qu'ils considèrent que l'État aujourd'hui ne remplit pas son rôle. Et comme vous le disiez, effectivement, ce sont les témoins eux-mêmes qui sont intervenus déjà en premier lieu pour interpeller ce Soudanais. Ce qui est une bonne chose. Et parce effectivement, que souvent, la solidarité en tout cas entre Français. Mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Voilà, ce seraient les forces de l'ordre qui devraient pouvoir intervenir directement. Pouvoir le faire, et ces gens-là, pour le coup, si à un moment donné ils se retrouvent devant le juge, eh bien ils doivent être justement libérés, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se défendre et défendre les autres. Il est 7h15 sur CNews, on va marquer une courte pause, le temps du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marie Conan. La chaleur en France gagne du terrain avec plusieurs pics, avec un pic attendu lundi, plusieurs records de température encore battus hier avec plus de 40 degrés dans certaines régions du sud du pays. 37 départements du Grand Ouest et de l'Est du Rhône sont désormais placés en vigilance orange canicule, c'est 2 fois plus qu'hier. La Russie n'avait pas sa place à la réunion financière du G20. Ce sont les mots de la ministre canadienne des Finances. L'événement se tenait hier en Indonésie. D'après elle, cette invitation était absurde. Cela revenait à convier un pyromane à une réunion de pompiers. Pour la ministre canadienne, l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie est la seule responsable des conséquences économiques subies actuellement dans le monde. Un avion en flammes, un cargo s'est écrasé au nord de la Grèce. Il assurait la liaison entre la Serbie et la Jordanie. Le pilote aurait signalé une panne moteur avant de demander une autorisation d'atterrissage d'urgence sur l'aéroport de Kavala. Lors du crash, l'avion aurait explosé. Le bilan humain est encore inconnu. Merci Marie Conan. Ça sent le roussi quand même pour Caroline Cayeux. Là. Ça commence à devenir assez compliqué, les taux qui se resserrent et ses propos jugés homophobes, en tout cas par un certain nombre de responsables politiques. Est-ce qu'elle va pouvoir se maintenir au gouvernement ? Aujourd'hui, on en parlait déjà hier, mais une tribune est publiée dans le JDD. On s'y attendait. Une tribune signée par plus d'une centaine de personnalités. Il y a Manuel Valls, Jack Lang, des députés de la majorité et même Ambroise Méjean, le président des Jeunes avec Macron. Regardez les explications de Mathieu Rio et puis on fait le point juste après. C'est une tribune au vitriol contre Caroline Cayeux, ministre des collectivités territoriales.
En 2013, elle avait qualifié le mariage pour tous de dessein contre nature. Des propos qu'elle ne regrettait pas mardi dernier. Elle a choisi délibérément de maintenir des propos homophobes. C'est certainement répréhensible et seul un juge devrait en décider. Autre grief, cette formule sur les homosexuels, ces gens-là. Je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Comment accepter qu'un membre de l'exécutif, dont le premier rôle est d'assurer l'application des lois, puisse appeler ces gens-là des citoyens français? Comment ne pas voir que dans son esprit, il ne relève pas de la même catégorie de citoyens? Les signataires l'appellent à démissionner. Parmi eux, 4 députés de la majorité, l'ancien ministre socialiste Manuel Valls ou encore Patrick Caram, vice-président LR de la région Île-de-France. Caroline Cayeux, si elle avait un quelconque honneur, elle démissionnerait d'elle-même. Mais puisqu'il semble qu'elle ne l'a pas, c'est au gouvernement d'être clair là-dessus. Cette question de lutte contre l'homophobie doit être une priorité pour tous. Jeudi dernier, Caroline Cayeux s'est excusée pour ses propos. Elle a alors reçu le soutien de la première ministre Elisabeth Borne. Mais les auteurs de la tribune disent douter de la sincérité de ses regrets. Bon, homophobie réelle ou supposée, en tout cas, sa position, elle est difficilement tenable là, comme ministre du gouvernement. Ça commence à être très compliqué. La difficulté qu'elle a, c'est qu'elle a confirmé des propos qu'elle avait tenus en 2013. Si par cas, il n'y avait pas eu cette interview mardi à Public Sénat, dans la mesure où elle confirmait, elle répétait ses propos, il n'y aurait pas eu de souci parce qu'elle aurait pu dire oui, je regrettais les propos que j'avais tenus en 2013, etc. Parce que quand vous regardez l'ADN du macronisme, qu'est-ce que c'est que l'ADN du macronisme? Personne n'est capable de dire quels sont les fondements du macronisme sur les questions économiques, sur les questions sécuritaires. Non, il y a peut-être que l'Europe qui est le seul... Il y a 2 sujets. Il y a l'Europe, auquel il n'a pas changé d'avis, et les questions de société auxquelles ils sont progressistes, et notamment ils font opposition à ce qu'on appelle les conservateurs. Et donc qu'est-ce que c'est que le progressisme? Le progressisme, en gros, a toujours soutenu les questions, notamment sous l'impulsion de Terra Nova, les questions de société, les souhaits des lobbies LGBTQ+, etc. Et sur ces sujets-là, ils n'ont jamais lâché. Ils ont jeté Catherine Vautrin alors que Emmanuel Macron lui avait proposé le poste de Premier ministre pour ensuite, après, lorsqu'elle a eu une opposition de Richard Ferrand et de Christophe Castaner, la mettre dehors pour une seule raison, parce qu'elle avait participé au mariage, à la manifestation contre le mariage homosexuel. C'est le premier point. Et ensuite, sur ce point-là, comment elle va faire pour tenir si par cas, elle n'a aucune qualité? Parce que si par cas, vous avez un problème avec la majorité, il faut que Macron puisse, devant sa majorité, montrer qu'elle a des qualités et qu'elle apporte des choses supplémentaires. Sa collectivité territoriale n'est pas la plus importante de France. Elle n'a pas beaucoup de soutien au niveau des élus. Elle n'a pas un poids politique énorme. Elle n'incarne pas un courant de pensée. Ce qui est embêtant, c'est qu'elle est en charge des relations avec le Parlement aussi. Donc non, collectivité territoriale et des relations avec le Parlement. Mais sur ce plan-là, comment elle fait du coup pour tenir et quel est son poids politique pour notamment mettre en contrebalance l'erreur qu'elle a commise mardi? Donc je pense que son poids est trop faible par rapport à l'erreur qu'elle a commise au sein de la Macronie. Ça veut dire qu'il va y avoir une exfiltration en règle, qu'elle va annoncer sa démission à un moment donné Ça montre surtout que le casting est nul. En fait, depuis plusieurs mois, avec Macron a complètement perdu la main. Ça veut dire qu'on parlait justement de ces ralliements qui devaient venir de LR. Et ils sont allés chercher une ancienne sénatrice qui est absolument pas compétente sur ce type de choses. Il y a eu au début, il y a eu le problème Abad. Maintenant, il y a ce problème Cayeux. Je trouve que là-dessus, ils patinent complètement. Après, moi, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour eux. Pourquoi? Parce que c'est leur spécialité, vous savez, au sein de la République En Marche, de justement lancer les anathèmes, de dire qu'un tel et un tel, ils sont homophobes. Aujourd'hui, ça se retourne contre eux dans leur propre camp. Parce que dans les faits, cette tribune-là, elle vise directement Elisabeth Borne et elle fragilise Emmanuel Macron. Parce qu'à terme, ça fragilise justement Emmanuel Macron. Et pourquoi justement cette tribune arrive aujourd'hui et n'aurait pas pu arriver il y a 4 ans? C'est parce que la majorité, parce qu'il y a des membres de la majorité qui sont en son sein, même si par exemple il y a Aurore Berger, la majorité essaye d'être de plus en plus indépendante du pouvoir macronien parce qu'ils préparent déjà 2027. Ils veulent consolider justement leur ADN, comme disait William tout à l'heure. Mais on voit qu'au bout du compte, Emmanuel Macron aujourd'hui n'arrive plus véritablement à tenir ses troupes et ils essayent de se faire cailleux d'une certaine façon pour justement rappeler leur projet, leur agenda politique aujourd'hui sur les... Une forme d'opportunisme. Exactement. On va revenir sur un sujet très sérieux, les vacances. Ça concerne tout le monde, ça vous concerne. On en parlait déjà un petit peu hier, vous partiez plutôt en septembre, ça coûte moins cher, il y a moins de monde. Alors, je crois que c'est William. Ah, c'est William, je confonds tous les deux. Alors, je ne sais plus qui partait en septembre, mais il y a aussi le mois de juillet qui coûte un petit peu moins cher que le mois d'août. Les juilletistes sont d'ailleurs plus nombreux cette année que d'habitude. 2 millions de Français supplémentaires par rapport à la période d'avant crise sanitaire. Qui sont ces Français? Quels sont leurs réseaux? On a voulu savoir avec Stéphanie Rouquier qui est allée enquêter sur ces vacanciers dans les Bouches-du-Rhône à l'ouest de Marseille. Regardez.
Depuis 2 semaines, ils sont arrivés massivement dans la région. Alors nous sommes allés à leur rencontre sur la Côte Bleue pour comprendre qui sont ces juilletistes. C'est ma chef qui m'a demandé de partir, tout simplement. Non, c'est quand même un choix parce qu'il y a on va dire qu'il y a moins de monde en juillet. Peut-être qu'il fait un peu moins chaud, mais enfin quoi que non, c'est un peu pourri comme argument, non, je sais pas. Le mois de juillet, l'avantage c'est que les journées sont plus longues, il y a un peu moins de monde. Et les gens ne sont pas encore saturés de visites, de touristes. Les locations et les hôtels sont moins chers en juillet, mais pour la quiétude, c'est terminé. Cette année, 21 millions de Français choisissent de prendre leurs vacances en juillet, contre 19 millions les étés avant la pandémie. Juin a été un gros mois, juillet est un gros mois et août je pense que ça va l'être encore plus. C'est plus réparti, on est moins fatigué à la fin de la saison, c'est mieux. Les professionnels du tourisme garderont le sourire tout l'été. En août, 24 millions de Français vont partir en congé. Et donc 21 millions de Français qui ont pris leurs vacances cette année au mois de juillet contre 19 millions avant la pandémie. Probablement parce que ça coûte moins cher, qu'il y a un petit peu moins de monde en juillet. Et vous disiez, c'est vous donc William Tay qui est parti en septembre, c'est ça? Moi, c'est pas pour des raisons économiques, c'est parce qu'il fait trop chaud en juillet et août. D'accord, c'est une bonne raison aussi. Et effectivement, il fait très très chaud en ce moment, vous avez bien raison. On va passer à cet événement haut en couleur, Japan Expo, le rendez-vous annuel des fans de manga et de pop culture japonaise qui rouvre ses portes après 2 ans de crise. On y retrouve comme toujours ces gens, vous allez le voir dans ce reportage, qui se déguisent en personnages de fiction. C'est ce qu'on appelle le cosplay. C'est super sympa et c'est jusqu'à ce soir au Parc des Expositions de Villepinte. Regardez ce reportage qui est signé Charles Pousseau. Ils se sont tous réunis depuis jeudi. Japan Expo a rouvert ses portes. Cosplay, chants et activités ludiques, les fans de manga se retrouvent pour fêter la pop culture japonaise. Pour le cofondateur, l'un des enjeux de cette édition, c'est le retour du public. On peut aussi penser que c'est loin des yeux, loin du cœur. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas pu avoir lieu pendant 3 ans? Est-ce que les gens sont toujours au rendez-vous? Pour les gens, Japan Expo, c'est une grand-messe. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Ah, c'est super, on ne s'est pas eu pendant 3 ans, on va se revoir à Japan ». Pour nous, c'est le pari gagné quand les gens ils commencent à se dire que c'est leur point de rendez-vous pour se retrouver entre copains, quoi. Un pari plus que gagné. Vendredi, l'exposition affichée complet, un cas rare pour Japan Expo, mais pas étonnant. Le manga prend de plus en plus de place dans le cœur des Français. Et pour ce spécialiste, c'est un événement en particulier qui a joué dans la découverte du manga par le plus grand nombre. Il y a un élément qui a joué, c'est le confinement. C'est un moment où on était tous chez soi et que tout le monde en a profité pour découvrir des nouvelles œuvres, découvrir des nouvelles cultures. Et on le voit avec le pass culture, qui est même appelé le pass manga, où beaucoup de gens ont consommé du manga, beaucoup de gens qui ont découvert les animés grâce notamment à Netflix et d'autres plateformes de streaming. Aujourd'hui, le manga représente 55% des parts de marché de la BD en France. Et c'est donc jusqu'à ce soir au Parc des Expositions de Villepinte. Restez avec nous sur CNews dans un instant. Deuxième partie de cette matinale week-end. On reviendra sur la rafle du Veldiv, les 80 ans de la rafle du Veldiv. Emmanuel Macron qui prononcera tout à l'heure un discours dans l'ancienne gare de Pithiviers contre l'antisémitisme. Il y aura aussi Elisabeth Borne qui se rendra à 10h30 ce matin au mémorial des martyrs juifs dans le 15e arrondissement de la capitale. On y reviendra longuement sur ce plateau. A tout de suite. De retour dans votre matinale week-end. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez. J'ai toujours le plaisir de partager ce plateau avec William Tay, président du cercle de réflexion Le Millénaire, et Éric Tegner, cofondateur et directeur du média Livre Noir. Les titres de votre édition de 7h30. Emmanuel Macron qui prononcera tout à l'heure un discours offensif contre l'antisémitisme. 80 ans après la rafle du Veldiv, le chef de l'État se rendra à la gare de Pithiviers à 15h30 pour rendre hommage à ces 13 000 juifs arrêtés, déportés par l'État français sous l'autorité du régime de Vichy. Elisabeth Borne se rendra quant à elle au mémorial des martyrs juifs dans le 15e arrondissement de la capitale. Ce sera à 10h30 ce matin. On en parle dès le début de cette édition. En Gironde, ce combat sans fin contre les incendies. En 4 jours, 10 000 hectares de forêt ont brûlé, l'équivalent de la surface de Paris. Les 1200 pompiers mènent un travail incroyable, soutenu notamment sur le terrain par des habitants qui viennent leur livrer des repas. Nos reportages à suivre dans quelques instants. On sera aussi sur place avec Clémence Barbier et Antoine Durand.
C'est à partir d'aujourd'hui, le 17 juillet, que les Français commencent enfin à travailler pour eux-mêmes et non pas pour payer des taxes, des charges et des impôts à l'État. La France fait en effet partie des pays à la plus forte pression fiscale en Europe, avec une taxation des salaires à plus de 54%. On en débattra sur ce plateau. C'était il y a 80 ans, la rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942. L'État français, sous l'autorité du régime de Vichy, organise l'arrestation de près de 13 000 hommes, femmes, enfants de confession juive en région parisienne. Ils sont conduits dans ce fameux stade du 15e arrondissement de la capitale avant d'être déportés vers les camps de la mort. Seulement quelques dizaines de personnes survivront. On revient sur les faits, sur la reconnaissance de ces crimes par l'État français. C'est avec Mickaël Dos Santos. Voici l'unique photo de la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942. Sur cette image, des bus déposent dans le stade parisien certains des 13 157 juifs arrêtés par la police dans la capitale et sa banlieue. Quelques jours plus tard, hommes, femmes et enfants rejoignent des camps de transit comme Drancy et Pithiviers. Une première étape avant d'être déportés vers les camps de la mort par le régime de Vichy et l'occupant allemand. Absent le jour de l'arrestation de sa famille, Joseph Schwartz est un miraculé. Alors moi, je ne savais pas où aller, hein. Je ne savais pas où j'en étais. Vous quittez vos parents la veille, tout va bien, on vous embrasse, on fait attention à toi, et puis le lendemain, il n'y a plus personne. Après la fin de la guerre, Charles de Gaulle puis François Mitterrand refusent de reconnaître la responsabilité de la France. Les deux chefs d'État n'otorguent aucune légitimité au régime de Vichy. 50 ans plus tard, Jacques Chirac brise le silence. La folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Dans un autre discours, prononcé en juillet 2012, François Hollande va même plus loin. La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. Ce dimanche, à l'occasion de l'inauguration du mémorial de Pithiviers, Emmanuel Macron devrait se montrer offensif contre l'antisémitisme. Un discours offensif sur l'antisémitisme attendu de la part d'Emmanuel Macron. J'ai envie de dire, c'est presque exaspérant parce que ça veut dire que 80 ans plus tard, on est encore à lutter contre cette horreur de l'antisémitisme et que c'est un combat qu'il faut malheureusement mener plus que jamais parce qu'on n'a pas le choix. L'antisémitisme est toujours là en France, toujours très présent. Quand vous commémorez, et c'est ce que disait Pierre Nora, qui a le mieux travaillé sur les politiques mémorielles, c'est que ça doit servir non seulement au devoir de mémoire, mais aussi à pouvoir changer les choix de politique publique, notamment pour apprendre des erreurs du passé et pour pouvoir s'en relever. Et qu'est-ce qui s'est passé à la rafle du Veldiv? Premier point, c'est de dire qu'on ne collabore pas avec l'ennemi, c'est le truc le plus important. Et quand il y a deux lectures possibles. Il y a la question de est-ce que la France c'était la France qui gérait à ce moment-là, ou est-ce que la France était la France du général de Gaulle? Il y a deux lectures. Bon, moi je suis un think tank gaulliste, donc évidemment je m'inscris dans les pas du général de Gaulle et je ne vais pas contester son choix. Sinon nous n'aurions pas de siège au sein du Conseil de sécurité. C'est le premier élément. Ensuite, après le deuxième point sur la question de l'antisémitisme, il faut pouvoir en tirer les conséquences directes sur la question de l'antisémitisme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est à l'origine de l'antisémitisme? Est-ce que l'État français est aujourd'hui antisémite? Non. Est-ce que vous avez des personnes dans les décideurs publics au plus haut niveau qui sont antisémites? Vraisemblablement, en tout cas à 99,99%. Non, ce n'est pas le cas. Où est-ce que sont les Juifs sont victimes d'actes antisémites? Notamment quand vous regardez la plupart des travaux d'intellectuels comme Christophe Guilluy dans la France périphérique, vous voyez notamment que des Juifs vivaient dans certains quartiers et ont dû fuir certains quartiers, notamment en raison d'actes antisémites. Et donc pour lutter contre les actes antisémites, il faut reprendre les territoires perdus de la République. Quand vous prenez le nombre de personnes qui sont de confession juive en Seine-Saint-Denis, il y a 40 ans et maintenant, comment ça se fait que vous êtes passé et il y a eu une fuite exceptionnelle de personnes de confession juive? J'ai l'impression que tous les ans, on a des discours offensifs sur l'antisémitisme et que tous les ans, c'est la même chose. On voit que les chiffres liés à l'antisémitisme ne s'améliorent pas. C'est parce qu'on n'analyse pas les causes et on ne veut pas répondre aux causes. Si vous portez un mauvais constat, comment vous faites pour répondre efficacement aux bonnes solutions? C'est impossible. Aujourd'hui, les personnes qui sont le plus antisémites, ce sont les personnes qui sont les plus radicalistes, notamment sur la confession musulmane. Ce sont les musulmans intégristes qui sont les plus antisémites. Et si vous ne répondez pas à la montée de l'intégrisme musulman, vous n'avez aucune chance de répondre à l'antisémitisme quotidien. C'est comme sur la question de l'homophobie. L'antisémitisme, on l'a retrouvé aussi sur la question de la vaccination, de la crise sanitaire, le complotisme. Il y a eu aussi des... Il y a une question de complotisme également. Il n'y a pas eu que les quartiers. Non, mais la principale cause, je parle en nombre d'actes antisémites, c'est celle-ci. C'est comme quand vous parlez de la question des actes homophobes. Quand vous regardez les témoignages des personnes qui sont victimes d'actes homophobes, c'est à peu près les mêmes personnes qui commettent des actes homophobes. Et tant que vous ne voulez pas démontrer et mettre un nom sur le problème, vous êtes incapable d'y répondre.
Je pense qu'il y a 2 éléments. Il y a le premier, c'est celui de la commémoration. Et pourquoi en fait elle est importante aujourd'hui, la commémoration? C'est parce que les enfants, les quelques enfants qui étaient rescapés de la rafle du Veldiv, qui à l'époque avaient 8 ou 9 ans, aujourd'hui ils ont 89, 90 ans. Donc c'est-à-dire que d'ici quelques années, il n'y aura plus de survivants de la rafle du Veldiv. Et dans une époque où justement bien, la transmission est aussi compliquée à faire, notamment à l'école, c'est important de commémorer. De l'autre côté, pour moi, l'exemple le plus un peu scandaleux de cette journée, c'est Mathilde Panot hier qui a fait vous m'offrez la transition parfaite. On va regarder le tweet, ce qui a été tweeté par Mathilde Panot. Ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ce contexte, la France insoumise a décidé un petit peu de faire feu de tout bois et de procéder à une forme de récupération politique assez outrancière. Vous voyez ce qui est écrit. Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv. Ne pas oublier ces crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République, dit-elle, qui rend honneur à Pétain et 89 députés du Rassemblement national. Mathilde Panot, c'est pas n'importe qui, c'est la chef de file des députés La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et en même temps, on est habitué, on se rappelle de Mélenchon, quand il avait moitié relativisé la question de l'antisémitisme, etc., ou lorsqu'il avait parlé justement d'Éric Zemmour. La France Insoumise, aujourd'hui, est un parti beaucoup plus proche d'une forme d'antisémitisme que le Rassemblement national. Le Rassemblement national a complètement purgé de ces éléments les plus antisémites de son parti depuis des années maintenant. Et dire qu'Emmanuel Macron aujourd'hui est antisémite, je trouve qu'en plus c'est indigne. Ça veut dire que c'est indigne. À un moment donné, il faut faire d'autres choses que des polémiques. Pour ces 80 ans de la rafle du Veldiv, je pense aussi que ceux qui regardent, ceux qui ont témoigné ou ceux qui refusent encore de témoigner, parce qu'il y en a beaucoup qui ont refusé de le faire, ça les énerve. Et comme disait William tout à l'heure, aujourd'hui, quand on regarde une ville comme Sarcelles qui a des quartiers qui sont juifs, vous allez devant les écoles, vous allez justement devant les bâtiments religieux, il y a des policiers, il y a des militaires. Il y a des militaires de sentinelle. Pourquoi? Parce que justement, ils sont en danger. Et ces militaires, tous les jours, leur rappellent qu'ils sont en danger. Et ils sont en danger en raison, d'abord aujourd'hui, des islamistes. William Tay, je vais vous donner la parole. Je voudrais juste vous montrer la réponse de Clément Beaune, ministre des Transports, à ce tweet de Mathilde Panot. Clément Beaune qui dit « Au-delà de la honte, on ose y croire. Retirez ce message et présentez vos excuses à la France. Vite, au-delà de la honte, on ose y croire. » Voilà. Il y a quand même une volonté, William Tay, systématique de la part de la France insoumise d'entrer dans le conflit avec la majorité sans le moindre scrupule pour la mémoire des Français. Oui, mais ils ont honte de rien. Ces gens n'ont honte de rien. Qui est-ce qui a fait venir, à l'occasion des élections législatives, Jeremy Corbyn, qui notamment a été viré de son poste de chef des travaillistes en Grande-Bretagne pour des questions d'antisémitisme? C'est Daniel Obono. C'est pas la majorité présidentielle ou c'est pas un autre parti politique comme le Rassemblement national. C'est la France insoumise. Qui ensuite, après, quand vous regardez concrètement la rafle du Veldiv, qui avait organisé la rafle du Veldiv? C'était René Bousquet. Et qui avait parlé jusqu'à René Bousquet et qui l'a même invité à l'Élysée pendant très longtemps? C'était François Mitterrand. Et qui était le disciple de François Mitterrand à l'heure actuelle dans le paysage politique français? C'était Jean-Luc Mélenchon. Alors quand vous avez tout ça sur le poids, comment vous pouvez prétendre notamment apporter la question de l'antisémitisme sur la majorité présidentielle ou sur le Rassemblement national? Il faut d'abord se regarder devant une glace, et la France insoumise ne le fait pas. C'est le parti aujourd'hui qui a le plus de tendance avec l'antisémitisme, notamment pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils veulent conquérir les électeurs des quartiers, et notamment c'est pour ça que vous avez ces mêmes personnes, Autain et Obono, sur ces questions-là. Après, ça m'énerve juste un élément. Clément Beaune et la majorité qui aujourd'hui font semblant de s'offusquer des propos de Mélenchon, il faut quand même se rappeler qu'ils ont fait la courte échelle de la France insoumise dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. C'est qu'à un moment donné aussi, il faut qu'ils se responsabilisent d'avoir fait monter justement l'indignité de ce côté-là. Au cœur de l'actualité également, 1200 pompiers toujours mobilisés en Gironde. Hier soir, c'est un combat titanesque qui est mené. Ces dernières 24 heures, ils ont dû faire face à 22 départs de feu. Les conditions météo n'aident pas, évidemment. 10 000 hectares de forêt ont brûlé en 4 jours. Alors sur le terrain, la solidarité, vous le voyez, s'organise autour des soldats du feu. Les habitants mettent en place des stands pour collecter de la nourriture et leur préparer des repas. Ils ont même reçu des dons de certains magasins de la région. Les pompiers qui se relaient jour et nuit viennent ici pour reprendre des forces. Le reportage, Clémence Barbier et Antoine Durand. Dans les airs, sur terre, ils combattent les flammes depuis mardi. Plus d'1 millier de pompiers engagés en Gironde et une population qui veut exprimer sa reconnaissance. À la Teste de Bûche, ils sont plusieurs dizaines d'habitants à se mobiliser pour les soutenir. Alors on est en train de charger à manger parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont sur la Saly, le Petit Nice, ça vient de reprendre et ils n'ont pas mangé depuis 9 heures. À 500 mètres d'ici, le feu a repris. Les bénévoles ont dressé des tables et ont créé une sorte de base arrière pour le ravitaillement des pompiers.
Eh bien, c'est des gens, des bénévoles qui amènent des sacs avec à manger, à boire en petite quantité, mais des milliers de personnes qui font ça, des centaines et des milliers de personnes qui font ça, ça fait 2 camions pleins, ça fait des pompiers heureux. L'occasion de dire merci, de soutenir la préservation de leur territoire aussi. Les pompiers, nous, on a des rations et là c'est beaucoup plus évolué. Donc salade de pâtes, du rôti de bœuf. C'est vraiment éprouvant, c'est très très physique. On a chaud avec les tenues de feu. On est secoué dans tous les sens avec les camions. C'est quand même des opérations qui sont assez longues, donc le ravitaillement c'est primordial. On est pris en charge, on est bichonné, on peut se restaurer. On a de tout, des fruits. Vous vous rendez pas compte la petite larme qui vient, quoi. Et c'est plus notre combat. On sent que c'est le combat de toute une population. Un soutien précieux pour les soldats du feu, au moment où des températures dépassant les 40 degrés sont attendues lundi. Depuis 4 jours, 14 000 personnes ont été évacuées dans la région et notamment dans la ville de Cazaux. C'est là qu'on va vous retrouver, Clémence Barbier. Vous suivez justement ces réfugiés depuis quelques jours. Et puis le travail des pompiers, les pompiers qui vont avoir encore une situation très compliquée aujourd'hui, notamment liée aux fortes chaleurs. Absolument, Anthony. La journée s'annonce difficile pour les pompiers puisque le feu n'est pas encore fixé et nous avons pu discuter avec l'un d'eux ce matin en arrivant. Il nous racontait que la nuit a été aussi difficile puisque des reprises de feu ont été constatées et au total, ce sont plus de 3200 hectares de forêt qui sont partis en fumée depuis le début de l'incendie et dans sa globalité. La bonne nouvelle, c'est que le feu est à peu près contenu, mais c'est vrai que les reprises inquiètent fortement les pompiers et notamment dû au vent et aux fortes chaleurs qui sont annoncées cet après-midi. Le risque, c'est que le feu se propage vers la forêt des Landes, plus au sud. Et vous le voyez sans doute derrière moi, les pompiers de la nuit viennent tout juste d'arriver, donc dans cet endroit aménagé par les bénévoles. Et ils sont donc relayés par les pompiers donc, de la journée qui vont commencer leur mission pour maîtriser cet incendie encore aujourd'hui. Merci à vous Clémence Barbier, merci également à Antoine Durand qui est derrière la caméra. On vous parlait hier des courriers non genrés de l'administration fiscale, des courriers qui sont rarement envoyés pour nous rendre de l'argent. D'ailleurs, c'est de ça qu'on va parler ce matin, de la pression fiscale de l'État français. La France est le 2e pays européen à exercer la plus forte pression fiscale avec une taxation des salaires à plus de 54%. Si on fait le compte, ça veut dire que c'est à partir d'aujourd'hui, le 17 juillet, qu'on finit par travailler pour notre pomme. C'est le résultat d'une étude menée par l'Institut Molinari. Tous les détails avec Geoffrey Defebvre. Ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui qu'un salarié français peut faire ce qu'il veut de son argent. En effet, en versant à l'État la TVA, les cotisations sociales dues et l'impôt sur le revenu, un salarié moyen et célibataire ne se libère de ses prélèvements obligatoires que ce 17 juillet. Une avancée de 2 jours par rapport à l'année dernière. La France est le 2e pays européen après l'Autriche à exercer une pression fiscale et sociale aussi importante. Par exemple, à Chypre ou à Malte, le salarié est libéré de ses obligations fiscales et sociales dès le mois d'avril. La moyenne européenne est quant à elle située au 11 juin. En France, l'État taxe le salarié à hauteur d'environ 54%. Parmi les postes les plus importants du budget de l'État, les retraites, qui représentent 25% des dépenses publiques. En France, un salarié moyen doit payer énormément pour les retraites de ses aînés, alors que si on avait un système mixte, comme chez beaucoup de nos voisins, avec une dose de répartition et une dose de capitalisation collective, on arriverait à avoir des retraites plus significatives avec moins de cotisations. En 2021, les dépenses de l'État représentaient 59% du PIB. Ce qui est terrible, c'est que c'est le prix à payer finalement pour des services publics qui eux-mêmes crient en permanence au manque de moyens. Je pense à l'hôpital, à la police, l'éducation, j'en passe. Et on a envie de dire, quand on entend tout ça, mais où va l'argent finalement ? En même temps, on est un pays socialiste et pas uniquement en raison de nos dirigeants, mais aussi en raison de la population. Quand j'entends effectivement le directeur général de l'Institut Molinari, la question de la retraite par capitalisation, ça passerait pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, proposer des réformes aux Français,
c'est impossible. Ah bah là, la réforme des retraites que veut le gouvernement, ça va être Bien compliqué. sûr, Hein, mais la vérité, elle est là. Mais pourquoi? Parce que si nos dirigeants, depuis des années, ils ont perdu la confiance. Parce que les gens se disent, où est l'argent? Effectivement, on pense à la question de la justice, c'est 70 € par personne contre 130 € en Allemagne. Donc à un moment donné, on se demande effectivement où ça part. Moi, je vois souvent qu'on va nous pousser à chaque fois à aller sur la moyenne européenne. Ben, j'aimerais bien qu'on aille justement sur la moyenne européenne, qui est un jour de libération fiscale le 11 juin, cette fois-ci, parce qu'il y en a assez de se dire à chaque fois qu'on paye. Donc on va payer aussi pour d'autres pays. C'est-à-dire que c'est dans ce contexte-là aussi où la France, ayant peu d'argent, va dire eh bien on va en aider d'autres, on va compenser dans d'autres pays, etc. Il y a la question de l'immigration, effectivement, la question sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on accueille énormément de gens dans le pays. Ils viennent ici, ils ont des aides sociales, ils ont des APL, ils ont absolument tout ce qu'ils veulent, alors que souvent ils n'ont absolument pas cotisé. Après, on va leur donner justement la nationalité française très facilement. Ils vont gagner des droits, etc. Et ça dérange énormément les Français. Et je pense que ça serait important de leur expliquer justement qu'on va rationaliser l'État aujourd'hui, ses dépenses, en faisant en sorte de renforcer les questions justement de justice, police, de sécurité, etc. De renforcer tout simplement la sécurité de nos concitoyens et de leur redonner leur argent. En fait, de leur faire à nouveau confiance pour qu'ils puissent acheter du mobilier, qu'ils puissent aussi faire de la transmission, donner à leurs enfants et qu'on puisse un peu plus rationaliser ça. William Tay, je vais vous donner la parole. Il est 7h45. Tout d'abord, le rappel de l'actualité avec Marie Conan. Les fortes températures compliquent la lutte contre les incendies. Des incendies en France, en Gironde, mais également dans le sud de l'Europe. L'Espagne, le Portugal, la Grèce font aussi face à de nombreux feux. Des milliers d'hectares de forêt sont partis en fumée. Cette vague de chaleur qui cause cette multiplication de feux est la deuxième en à peine un mois en Europe. Son pic est attendu lundi. De l'autre côté de l'Atlantique, à Haïti, des milliers d'habitants piégés par une guerre des gangs. Depuis plusieurs jours, les combats font rage dans un quartier du bidonville de Port-au-Prince. Privés d'eau et de nourriture, empêchés de fuir, les résidents sont victimes de l'extrême violence de ces affrontements. L'homme le plus rapide de la saison 2022 s'impose à 27 ans. Fred Kerley devient champion du monde du 100 mètres triplé des Américains. Pour la première fois de sa carrière, lors de ces mondiaux d'athlétisme, il a devancé en 9 secondes 86 ses compatriotes et concurrents. Et merci à vous, Marie Conan. William Tay, on parlait de la pression fiscale en France, des salaires taxés à plus de 54%, ce qui fait que c'est aujourd'hui, le 17 juillet, où concrètement, chaque Français commence à travailler pour lui-même. C'est-à-dire l'argent qu'il gagne, il ne revient qu'à lui jusqu'à la fin de l'année. Il faut quoi, selon vous? Un État qui soit moins dépensier, qui taxe moins ses citoyens afin qu'ils puissent mieux vivre du fruit de leur travail, ou au contraire un État plus protecteur, mais qui impose aussi davantage? Il faut complètement changer de logique. Depuis les années 80, la France, et depuis 1980 précisément, la France souffre d'un excès de socialisme. Pourquoi est-ce que je parle d'un excès de socialisme? En fait, ce qui s'est passé à partir des années 80, c'est qu'on a changé de logique. Avant, on était sur une logique productiviste. Ça veut dire que la logique, la France était un pays industriel, et même la France faisait partie des meilleurs pays industriels. Quand vous regardez le PIB par habitant, dans les années 70-80, la France avait un PIB par habitant équivalent à celui des États-Unis, celui de l'Allemagne. Et aujourd'hui, les États-Unis ont un PIB par habitant 2 fois supérieur au nôtre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans qui ont conduit au déclin de la France? Déjà, premièrement, c'est l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en 80 qui a changé la logique française. Aujourd'hui, la logique française, c'est que vous multipliez les dépenses publiques et malgré cette augmentation des dépenses publiques et des impôts, finalement, vous avez beaucoup moins de services publics. À chaque fois, on décrit toujours la même chose. On augmente chaque année les impôts. Chaque année, le poids de l'État augmente dans l'économie et malgré tout, on remarque toujours les mêmes problèmes. On dit toujours qu'il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de personnes pour la justice est trop lente. Les services administratifs sont beaucoup trop lents. Comment on fait pour y répondre? Et puis en plus, vous avez la crise des Gilets jaunes en 2018. Et qu'est-ce qu'il décrivait? Il disait nous n'avons plus de services publics dans nos territoires ruraux. Et ce qui a conduit notamment à ça, c'est la logique socialiste, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. La logique socialiste, en fait, a pris de plus en plus de poids dans l'État et a remplacé la logique productiviste par la logique d'assistanat. La logique d'assistanat, ça veut dire qu'en gros, pour combler le fait que vous avez des personnes qui sont de moins en moins riches, on augmente la pression fiscale sur les classes moyennes et les classes moyennes supérieures pour combler en fait ces personnes-là. Et cette logique égalitariste, c'est pour ça que je parle de logique socialiste, a conduit à un certain nivellement par le bas. C'est-à-dire que pour continuer ce nivellement par le bas, vous pressez toujours en haut. Mais ceux qui étaient en haut deviennent de plus en plus à bas, ce qui a conduit au déclin de la France et au déclassement des Français. C'est pour ça que Bruno Le Maire, pour moi, il ment
totalement quand il explique qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts, parce que de toute façon on les connaît par cœur à Bercy, ils vont supprimer une taxe, derrière ils vont en créer 3, parce qu'à un moment donné quand Emmanuel Macron il dit qu'il va justement financer, vous savez, cette économie de guerre aujourd'hui, mais il va dire vous inquiétez pas, ça sera sans hausse d'impôts, etc. Ok, dans ce cas c'est comment en fait? Si c'est sans endettement, sans augmentation d'impôts, ben, en général c'est par la croissance, d'accord, mais pour faire la croissance il faut peut-être avoir une politique industrielle, il n'a pas de politique industrielle. Il n'y aura pas de croissance, la France est en récession, l'Europe est en récession, le monde est en récession. Pourquoi est-ce que le monde sera en récession? Parce que d'habitude, ce qui s'est passé pendant la crise de 2 minutes, c'est que la Chine a pris le relais de la croissance, notamment des pays européens. La Chine ne prendra pas le relais des pays européens, notamment avec les crises qui vivent en interne et la crise sanitaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on est en train de vivre exactement dans les années 80 le 3e choc pétrolier qui a conduit à la mise à mal de nos économies. Et pour conduire à cette mise à mal, alors que les anglo-saxons avaient pris Thatcher et Reagan, nous on prend Mitterrand bis avec Macron et son équipe. Et c'est pour ça que la France ira mal et c'est pour ça que les Français n'ont pas donné de majorité absolue. Qui veulent brader une seule bonne industrie. Dans le reste, on va avancer. Dans le reste de l'actu.